Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation devant cette commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, pour nous présenter les changements qui sont intervenus au cours de votre mandat de président d'EDF entre 2009 et 2014. J'avais la fierté de prendre la responsabilité d'une entreprise dont je pensais que c'était une entreprise de service public. Elle était identifiée comme telle partout dans le monde. C'était le premier opérateur européen, probablement mondial, si on accepte la Chine, dont les contours des opérateurs, et plusieurs opérateurs d'ailleurs, ne sont pas faciles à cerner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'EDF ? Quelle est cette entreprise EDF ? Elle a été le résultat d'une formidable aventure, mais surtout d'une vision et d'une volonté. Celle d'un gouvernement qui, en 1945-46, puisque c'est la date de création d'EDF, a considéré que l'énergie, et donc l'électricité, était un élément essentiel de la vie économique, et qu'il était donc important de la considérer comme stratégique. Ce gouvernement-là a pris conscience du fait que la France n'avait pas beaucoup de matières premières, avait peu de gaz, pratiquement pas, peu de charbon par rapport à ses voisins, et que par conséquent, elle était totalement dépendante de ses importations en matière d'électricité, en matière d'énergie en général, d'électricité en particulier. Et elle s'est lancée, le gouvernement de l'époque s'est lancé 3 défis majeurs. Le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la compétitivité du territoire, et parce qu'à l'époque, le gouvernement était une alliance entre les gaullistes et les communistes, le défi du service public de l'électricité, pour concevoir un service public accessible à tous et que tous les Français, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire, en France métropolitaine ou outre-mer, avaient droit à l'électricité de la même qualité, au même prix. C'était donc un défi incroyablement exigeant. Il était entrepris, adossé à un choix technologique clair, l'hydraulique et le nucléaire, qui ont conduit à des errements, parce que c'est vrai que quand on parle du nucléaire, il y a eu des phases de choix technologiques dont je ne rappellerai pas le détail, mais on est parti avec des choix technologiques qui ont évolué dans le temps. Toujours est-il qu'il y a eu une continuité, une vision à long terme et une volonté claire d'aboutir, et c'est ça qui a donné naissance à cette aventure industrielle. Et puis, évidemment, avec une filière comprenant un outil pour la recherche, qui était le CEA, et puis 2 entreprises adossées à EDF, qui étaient Framatome et Cogema, l'une pour la partie industrielle de fabrication, l'autre pour la partie retraitement. Et donc, c'est cet ensemble qui constitue la filière nucléaire française. EDF a été considéré comme étant l'architecte ensemblier de l'ensemble et l'opérateur du service public de l'électricité. Système, j'insisterai là-dessus, intégré, cohérent et optimisé, comprenant la production, le transport, la distribution, au travers d'RTE pour le transport et de ce qui est devenu Enedis, qui était autrefois EDF pour la distribution. Un 4e défi a été relevé sans que même on s'en rende compte, c'était celui des émissions de gaz à effet de serre, qui n'était pas une préoccupation en 1946, qui est devenue de fait une préoccupation beaucoup plus moderne. Il reste que 4 défis quasi impossibles à tenir dans la France de 1946. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi ? Comment ? Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle ? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois 2 acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. On peut en discuter.
L'Europe. Alors, l'Europe, toute la réglementation européenne depuis 10 ans n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui bien sûr fait le bonheur des peuples. Bon. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment en termes concrets pour l'entreprise EDF. Moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne me parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique, puisqu'il est la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker, beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde aller visiter les barrages. Alors, il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par EDF. Bon, l'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. On sait pas. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Bon. Je l'ai dénoncé pendant des années avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Alors je ferai une petite parenthèse qui est politiquement encore plus incorrecte, c'est que l'Allemagne, disons-le franchement, a, depuis la création de la Bundesrepublik, choisi l'industrie comme axe majeur de son économie, et a choisi l'Ostpolitik pour son développement. C'est clair, et c'est cohérent d'ailleurs pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait... les Allemands ont compris leur problématique énergétique et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine, que ce soit les deux grands, Weber et RWE, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour vendre notre propre filiale allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard. Donc je l'ai très très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès que j'ai gagné quand même. Enfin, de toute façon. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Et pour couronner le tout, il fallait évidemment séparer les réseaux de distribution et de transport du reste, c'est-à-dire que EDF aujourd'hui est une espèce d'Autriche-Hongrie rabougrie, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a eu un empire et puis il y a une société qui est un producteur d'énergie électrique qui n'a plus accès à ses clients, dont son optimisation dépend d'une société RTE qui est en lévitation,
avec laquelle elle n'a plus de rapport possible, puisqu'il est interdit de s'en occuper. Et tout ça va dans le sens de la désoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui. Le deuxième acteur quand même du paysage, c'est la politique nationale française. Bon, là, je serai très très respectueux, mais enfin, vous connaissez le sujet bien mieux que moi. On a assisté à la recherche pathétique d'un accord électoral avec un parti antinucléaire dont la seule doctrine était celle-là. Bon. Alors, on en voit les prémices dès 1997-1998 avec l'abandon des réacteurs à neutrons rapides. C'est la première je dirais, infraction dans le système, qui remettait en cause la logique du système nucléaire français. Ensuite, il y a eu évidemment Fukushima et la formidable opération médiatique autour de Fukushima, les 20 000 morts de Fukushima qui n'ont jamais existé, puisqu'on a confondu le tsunami et l'accident. Et puis l'apogée quand même, puisqu'il y a toujours une apogée, c'est quand même la campagne de 2012, avec son cortège de joyeuseté. La fermeture envisagée et annoncée de 28 réacteurs nucléaires, bon, rien que ça. Et puis qui s'est transformé progressivement parce qu'il fallait quand même trouver une sortie par l'engagement sur la fermeture de Fessenheim. Bon, mais l'engagement de baisser à 50% la production électronucléaire française, enfin la part du nucléaire dans les besoins électriques. Alors mieux que ça, parce que j'ai assisté, évidemment, les bras avec beaucoup de désespoir, à la mise au point d'une théorie absurde qui m'a été imposée à l'époque avec beaucoup d'insistance par les pouvoirs publics, qui était la théorie de la décroissance électrique. Il était de bon ton d'accepter l'idée de gré ou de force qu'il fallait considérer que la demande électrique allait baisser en France. Et que par conséquent, le nucléaire était surpuissant et qu'il fallait en diminuer la puissance. Alors, tout ça a eu comme conséquence d'abord la baisse des efforts de recherche, évidemment le désalignement des stratégies des entreprises dépendantes de l'État, c'est-à-dire CEA, Areva et EDF, qui ont été mus par des courants divergents, avec comme corollaire l'affaiblissement évidemment global du système et, j'allais le dire presque anecdotiquement, mais c'est essentiel, les difficultés de recrutement qu'on a connues, c'est-à-dire que dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme et où il fallait absolument baisser, considérer qu'il n'y avait pas d'avenir au nucléaire, comment voulez-vous recruter des gens compétents ? Le nucléaire avait disposé des meilleures compétences possibles dans ce pays qui sait fabriquer des énergies à très haut niveau, mais je dois considérer, je vous demande de m'en excuser, qu'EDF ne surpaye pas ses collaborateurs de très bon niveau, sont normalement payés mais pas surrémunérés. Donc les différentiels de rémunération entre l'industrie et la finance sont devenus gigantesques. Entre l'industrie privée et EDF, l'écart s'est encore creusé. Et pour finir, on vous dit, vous n'avez pas d'avenir et vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Évidemment, c'est très attractif. Et donc, on a depuis 10 ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire. Voilà la situation. Alors, rien n'est jamais désespéré, mais les choses ont été très, très, très abîmées. Je considère que le constat aujourd'hui est facile, parce que quelques événements extérieurs ont fait qu'il s'impose à nous assez naturellement, alors qu'on le voyait depuis des années et que je l'ai dénoncé depuis très longtemps. Et face à ce constat, que faire pour redresser la situation ? On va y venir. Moi, je pense qu'il faut se consacrer à des sujets prioritaires et à des actions prioritaires. La réflexion est faite. C'est l'action qui doit aujourd'hui être menée. Si j'osais, je vous dirais, donnez donc la priorité au développement, au développement de l'hydraulique. Il y a encore des opportunités d'accélérer dans l'hydraulique en France. Pourquoi hésiter ? Pourquoi attendre ? Et puis, faisons ce qu'il faut pour sécuriser le prolongement de la durée de vie du parc nucléaire existant.
Si on faisait l'un et l'autre, on pourrait progressivement redresser la barre et se donner le temps de relancer le nucléaire, parce qu'il faudra 10 à 15 ans pour relancer le nouveau nucléaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, Monsieur le Président, sans détour, quelques explications sur ce que j'ai vécu. Bon, le tarif, l'Arenh, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque et qu'on l'appelle toujours aujourd'hui, m'a valu des combats homériques, puisque l'État voulait absolument qu'il soit fixé à 39 euros. On hésitait, 36 avait été évoqué, puis 39. Bon. Je me suis battu sans relâche pour obtenir 42 euros, ce qui était inimaginable à l'époque pour mes interlocuteurs. Aucune évolution n'a été évidemment prise en compte. Je veux même faire la confidence qu'à ce moment-là, on est en 2012, dans mon combat contre les administrations compétentes, enfin réputées-elles, j'ai laissé filer la réglementation thermique 2012, tant le combat sur l'Arenh était compliqué. Et je me suis dit, tant pis, je sacrifie ce combat-là, qui conduit aujourd'hui à une catastrophe, puisque, comme vous le savez, il favorise totalement le gaz. Et, bon. Enfin, voilà quelques souvenirs. Donc ça a été fixé par voie autoritaire, au bout, encore une fois, d'un combat très inégal, puisque j'ai essayé de défendre le bon sens, donc j'étais dans le mauvais camp. Mais le principe même de ce prix de cession était absurde, puisque le principe même pour un industriel d'accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels qui n'ont aucune obligation de production eux-mêmes. C'est quand même surréaliste. Donc on a fait la fortune de traders, pas d'industriels. On n'a pas de concurrents. Si peu. Quelques éoliennes qui sont dispersées au cas de vent et quelques champs photovoltaïques. Vous voyez d'ici l'aspect risible du sujet. Non, c'est... et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. Je vous vends de l'énergie verte. J'ai des camarades, c'est la mienne. Et on a assisté à ça pendant des années. Avant que le client, qui lui-même s'est laissé abuser, finisse par se rendre compte du fait qu'il n'avait plus de garantie. Cette fameuse garantie dont il s'était, au fond, félicité pendant des années, puisque le tarif régulé lui permettait d'avoir une visibilité, une certitude, une garantie, une cohérence, tout ça a disparu. Où est le service public de l'électricité qui nous a tant et tant récompensés? Pourquoi l'avoir abattu? Pourquoi est-ce que c'est à l'État aujourd'hui de faire les compensations nécessaires pour que les gens à faible revenu puissent accéder à une capacité? Tout ça a été prévu. Le seul chantage qui m'obsède, c'est l'intérêt de la France. Pourquoi prendre la France en otage de ce genre de réglementation absurde? Comment est-ce qu'on explique cette réglementation? Je voudrais qu'on ait simplement... La question de fond, c'est pour qui, à quoi servent ces réglementations? Quel est le but? Alors, à chaque fois, on me disait, oui, mais le but, vous comprenez, on fait le bonheur du peuple. La libre concurrence. Mais il n'y a qu'un seul producteur, camarades. La libre concurrence. Il était clair que ça allait se traduire par un désastre. On y assiste aujourd'hui. Dans la TEPCV, la loi de 2015, Ouais. on dit l'objectif du nucléaire, C'est 50%. c'est 50%. Pourquoi 50%? Enfin, comment se construit ce chiffre, de votre point de vue? Oh ben ça, c'est complètement au doigt mouillé. Non, ce chiffre est construit en disant tout ne sera pas nucléaire. On va baisser la part du nucléaire. Donc vous êtes à 75%. Enfin, on était un peu au-dessus. Bon, personne ne sait faire les calculs, mais enfin, c'est pas grave. Donc ils ont dit de 75, il faut faire une ristourne. Tu prends quoi, toi? Allez, 10,50.
C'est au dos mouillé, totalement. Personne n'a jamais estimé autrement que comme ça. Et puisqu'on a ensuite rajusté, puisqu'il faut être à 50, il faut baisser le nombre de réacteurs. Bien sûr. Puisque non seulement on va baisser la consommation d'électricité, mais on va diminuer la part du nucléaire. Donc il est légitime de réduire le nombre de réacteurs. Moi, j'aurais une... Personne n'a jamais su d'où venaient les autres 50%, par contre. Ouais, enfin, il y a l'hydraulique quand même, qui est renouvelable, et qui est stable, qui a une très belle énergie. Le reste du renouvelable, c'est l'expérience allemande. Ils ont investi 500 milliards d'euros dans le renouvelable. Energiewende. 500 milliards d'euros. On en voit l'efficacité. À l'époque où vous dirigez EDF, existe encore Areva. Et les batailles homériques que Areva et EDF se mènent pour vendre des EPR, le même EPR au même client. Comment vous percevez cela? D'abord, il n'y a jamais eu de vente d'EPR à personne. Non, on a vendu... Areva prétendait vendre des Atmea. Je ne vous dis rien, mais c'est un petit EPR de 1000 MW qui n'a jamais existé. Non. Il m'est arrivé à Matignon dans une réunion, parce que là aussi on a eu des moments assez puissants. Le gouvernement avait décidé que EDF était le chef de file de la filière nucléaire française. Bon, c'était comme ça, j'ai hérité de cette responsabilité par la fonction que j'ai exercée. Le nouveau gouvernement de l'époque a dit pas du tout. C'est le Premier ministre qui est le patron de la filière nucléaire. Alors je connaissais le Premier ministre, il avait été maire de Nantes, je connaissais relativement bien mes fonctions précédentes. Je le voyais un peu gêné. Alors il organisait des réunions à Matignon de répartition des rôles. Ubu-Roi. Alors c'était... il y avait 11 ministres, les 11 directeurs de cabinet, 20 patrons de l'administration, et puis 3 pelés, c'est-à-dire Mestralet, j'étais là, Lauvergeon, Cron et moi. Je dis les noms parce qu'au fond... Et on se répartissait les développements du nouveau nucléaire à l'international. Il n'y avait plus qu'à. Alors on a assisté à des réunions, j'ai assisté à des réunions qui étaient hautes en couleur, toujours... Le roi de Jordanie était venu à Paris, une fois de plus, il était venu déjà lors du précédent gouvernement, dire aux Français, vous devriez me vendre un réacteur nucléaire, mais je veux un 900 MW du parc existant, vous me vendez, comme il est amorti, vous me l'envoyez. Puis, bon. Et quand même, le gouvernement avait dit, non, on peut pas, c'est pas mobile, donc on va vous construire un réacteur. Bon. Et le Premier ministre dit, alors qui... la Jordanie, c'est qui? Chacun regarde ses chaussures, donc je dis c'est Gérard. Ah, vous faites un cadeau à Mestralet, Proglio? Je dis oui, c'est lui, la Jordanie, c'est lui. Il n'osait pas dire non. Et pourquoi vous lui faites ce cadeau? Je dis parce qu'en Jordanie, il n'y a pas d'eau pour refroidir et pas d'argent pour payer. Donc autant que ce soit lui. Bon. Après, on allait vendre des Atmea à la Turquie. Je dis l'Atmea, c'est Mme Lauvergeon, puisque ça n'existe pas. Comment elle devenait toute rouge? L'Atmea n'a jamais existé. Donc, non, là, la répartition était assez simple. Alors, est venue sur la table, évidemment, la Grande-Bretagne, puisque c'était à l'époque où on commençait la négociation sur Hinkley Point et les EPR britanniques. Bon. Alors là, tout le monde voulait J'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais EDF a racheté, c'était mon prédécesseur que vous avez interrogé, il avait racheté British Energy, qui est devenu EDF Energy. On était donc propriétaire de tous les sites nucléaires britanniques. Je dis, mais si vous voulez, vous nous rachetez ça, et puis vous faites le développement que vous voulez. Mais tant que je suis propriétaire des sites... Donc l'affaire a été vite réglée aussi, voilà. Pas tellement de débat là-dessus. Mais pour autant, il y avait une ambition d'Areva de devenir un vendeur de centrales nucléaires. Oui. Par la dérive d'Areva, oui. On a vu ce que ça donnait.
Et elle était où, cette dérive, au-delà de cela? La vanité. Non, mais Areva avait sa mission. C'était d'être un chaudronnier d'une part et de gérer les centres de retraitement. Bon, voilà. Alors vouloir vendre, enfin concevoir et vendre des réacteurs, c'était pas son métier. Bon, on a vu les conséquences de cela. Dans la conception d'abord de l'EPR, dont on aurait beaucoup à dire, et dans la réussite phénoménale de Kyoto, qui a cloué le cercueil d'Areva, et puis voilà. Donc, alors Areva était ensuite en dépôt de bilan, il a fallu... Bon, c'est une autre histoire. Très heureux de la densité des compétences de la maison que j'ai trouvée à mon arrivée. Financièrement, sans énormes difficultés, EDF avait quand même financé tout le programme nucléaire, parce qu'on oublie de le mentionner. Enfin, c'est quand même EDF qui a financé le programme nucléaire français. Et l'endettement de la société en est le résultat, mais au fond, l'endettement d'EDF était parfaitement acceptable. Et bon, rien de... Au fond, je n'ai pas trouvé une maison en mauvais état. J'ai essayé de donner une impulsion supplémentaire. J'ai fait quelques arbitrages, j'ai vendu donc l'Allemagne, comme je vous le disais, j'ai repris le contrôle de l'Italie, puisqu'on était planté avec une filiale italienne dont nous détenions 40%, qui est Edison, et dont nous avions 2,5% des droits de vote. Donc j'ai réglé le problème, on a pris le contrôle d'Edison par échange de titres avec les organisations d'Italie du Nord, donc sans débourser d'argent. Et puis j'ai mené à bien la négociation du contrat britannique sur le nucléaire britannique, sur lequel on pourrait revenir. J'ai quitté la maison avec émotion en fin d'année 2014, comme vous le savez. Et au fond, avec un bilan qui a été arrêté par mon successeur, par définition, puisque quand on quitte une entreprise à la fin de l'année, c'est le successeur qui arrête les comptes. 2014, c'est 78 milliards de chiffre d'affaires, c'est 17 milliards et demi d'EBITDA, 3 milliards 750 millions de résultats nets après impôts, meilleur résultat que EDF ait fait dans toute sa vie. Et une ratio dette sur EBITDA, vous savez qu'il sert à peu près à calculer le niveau d'endettement, puisque ce n'est pas la valeur absolue qui compte, qui était légèrement inférieure à 3, c'est-à-dire parfaitement acceptable dans les normes les plus sévères. J'en félicite mes équipes, parce que ce n'est pas un travail individuel. Mais EDF était en pleine forme, malgré toutes les vicissitudes à laquelle nous avions été soumis, à la fois par les réglementations françaises et européennes, les lois NOM et compagnie. Donc on avait survécu à tout cela. Évidemment, ça abîme durablement les performances de l'entreprise. On en a vu les conséquences, mais voilà ce que je peux dire. Avec déjà quand même une préoccupation en matière sociale, si je puis dire. Je n'ai pas eu de problèmes sociaux au cours de mes 5 années, pas de grève, un climat social apaisé. Mais une préoccupation en matière de formation que je trouvais à renforcer. Donc j'ai créé un centre de formation dédié de manière à renforcer la capacité de formation des équipes au sens large et pas uniquement des cadres dirigeants. Et d'autre part, une préoccupation alors de fond, qui était ce que je vous disais tout à l'heure, le sujet du renouvellement des cadres du nucléaire, qui est un sujet auquel on n'a pas réussi à apporter une vraie réponse, pour des raisons que je vous rappelais, c'est-à-dire le désamour du nucléaire dans l'opinion publique et dans les médias, et le fait qu'on respectait une norme de rémunération qui était assez exigeante. Merci. À votre arrivée, ou quasi simultanément, se produit donc, le rapport Champsaur est rendu au ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo, qui met en œuvre l'une des 2 préconisations principales du rapport, qui devient l'ARENH. Vous avez dit que vous avez à de nombreuses reprises alerté. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez eu des entretiens avec le ministre de l'époque pour lui expliquer que vous considériez que c'était une erreur et une faute industrielle pour EDF? Bien sûr. Très bien.
Quelle a été la réponse apportée? Politique. C'est-à-dire? Je comprends. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Il arrive un moment où la décision l'emporte sur les réflexions, et ce moment, on ne peut pas l'éterniser. Et je trouve que cette démarche, encore une fois, cette mesure était inique. Elle était destinée à casser la logique d'une entreprise comme EDF. Et je déplore qu'elle ait été acceptée par le gouvernement français, sous la pression, bien sûr, bruxello-allemande. Alors, je n'ai pas la vanité de décider à la place du politique. J'ai simplement souhaité alerter. J'ai alerté pendant toute ma période de responsabilité. Vous succédez aussi donc à Pierre Gatonex, qui nous a expliqué lors de son audition qui s'était battu pour faire remonter les investissements d'EDF, en particulier en France, et qu'il avait notamment alerté le gouvernement depuis de nombreuses années sur la question du prix de l'électricité et la capacité pour EDF, avant même l'Arenh, à investir dans un monde où le prix de l'énergie ne reflétait pas les investissements nécessaires. J'imagine qu'il vous transmet cette alerte en arrivant. Quelle réflexion ça vous inspire? Est-ce que vous en parlez également au pouvoir public? Évidemment. J'ai négocié avec les pouvoirs publics au plus haut niveau, une pente tarifaire. Je pensais qu'il fallait, plutôt que de procéder par des augmentations successives, avoir une visibilité. C'est mieux pour tout le monde d'avoir une forme d'indexation des tarifs sur une projection qui permette à chacun de gérer ses contraintes. Au fond, je crois beaucoup plus à cela. Alors, peut-être est-ce mon ancien métier d'opérateur délégué de service public, mais dans la distribution d'eau ou dans les déchets, on a des formules de variation de prix qui sont négociées à l'avance et qui permettent d'anticiper les évolutions tarifaires plusieurs années à l'avance, de manière à ce qu'à la fois les responsables politiques puissent en prendre acte, deuxièmement, qu'ils puissent secourir les gens qui ont besoin d'être aidés, et tout cela se fait dans une espèce de continuum beaucoup plus rationnel. Donc, j'ai négocié ça, je reconnais que j'ai obtenu une pente tarifaire de mon interlocuteur. Mais, quelques mois plus tard, elle a été cassée par un décret du ministre ou de la ministre. J'ai eu 7 en 5 ans, donc ne cherchez pas. Là aussi, ça fait partie des joyeusetés du sujet, puisqu'on investit sur des durées très longues. C'est un métier où on gère le temps long. Les investissements, on les amortit sur 40, 50, 60 ans, 100 ans pour les barrages. En tout cas, non pas comptablement, mais économiquement. Avoir des ministres dont la durée de vie ne dépasse pas 9 mois est quelque chose d'assez difficile à gérer. Je le dis pour l'avoir vécu. Donc, chaque ministre est évidemment très demandeur de communication d'une part, et puis d'attacher son nom à quelque chose qui soit populaire. Donc le fait de prendre la décision de refuser l'augmentation des prix de l'électricité était effectivement à court terme relativement populaire. J'ai eu droit à ça aussi. Donc c'est une discussion inévitablement complexe avec les pouvoirs publics sous toutes leurs formes, mais en fait tout ça remonte assez vite à des très hauts niveaux, parce que personne ne peut prendre cette décision sans avoir au fond l'aval et l'accord explicite du politique. Et je comprends que les politiques sont en difficulté pour augmenter les tarifs, et c'est la raison pour laquelle je suggérais qu'il y ait une gestion commune au travers d'une pente tarifaire. J'ai toujours la faiblesse de penser que c'était la bonne solution. Un projet, néanmoins, à votre arrivée qui doit vous interroger, c'est celui de l'EPR de Flamanville. D'abord, vous étiez administrateur en 2005 en arrivant. On lance un seul réacteur, la construction d'un seul réacteur.
En mai 2006, le coût est estimé, c'est le rapport Foltz qui donne ces chiffres, à peu près à 3 milliards d'euros avec une mise en service prévue en juin 2012. Ça, c'était le bouquin de référence d'Areva. Quand C'était vous 3 arrivez, milliards l'EPR. quand vous arrivez légèrement après, en juillet 2010, le coût est de 5 milliards avec un couplage prévu au réseau en 2014. Et en novembre 2014, on est à peu près à 9 milliards d'euros et un démarrage prévu en 2017. À la fois, quand vous n'étiez pas encore président d'EDF, puis ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé selon vous ? Malheureusement, oui. L'EPR est un engin beaucoup trop compliqué, quasi inconstructible. Enfin, on en voit aujourd'hui les difficultés. Les grands patrons du nucléaire d'EDF l'avaient anticipé. Mais la dérive, encore une fois, d'organisation du système nucléaire et la prédominance d'Areva dans ce dispositif pour des raisons non techniques et absurdes fait que c'était le seul outil qui est disponible dans notre univers. Bon. J'avais pesté en étant administrateur indépendant contre les avenants au contrat de construction d'entreprises de construction. On était au 15e avenant. Tous les 3 mois, on avait un avenant qui portait la connaissance du Conseil. J'avais dit, mais enfin, c'est un contrat au forfait. Comment est-ce qu'on peut... Et j'ai donc vu le patron d'entreprise de construction, dont le patronyme est bien connu, et qui est le constructeur de Flamanville, en disant, écoute, c'est pas possible. Il m'a dit, bien, viens avec moi, on va sur le site. Et là, bon, c'est vrai que... Et alors, l'entreprise est dans une situation relativement confortable en disant, tu sais, si j'ai pas l'avenant, j'arrête les travaux. Parce que je peux pas m'en sortir. J'ai déjà perdu 250 millions, donc j'arrête. Et donc, vous passez le 17e, le 18e, le 19e, le 20e avenant. C'est une vie sans fin. J'ai eu la faiblesse d'annoncer pour 2014 la connexion au réseau parce que mes ingénieurs m'avaient dit, écoutez, chef, vous pouvez annoncer 2012, ça devrait coller, quoi. J'ai pris 2 ans de marge, non, toujours pas connecté, en 2022. Donc, non, il y a un vrai problème de l'EPR. Ce que je comprends pas, en fait, c'est comment un tel projet... comment il peut y avoir un tel décalage ? C'est-à-dire comment est-ce qu'au fur et à mesure des années... C'est intolérable et en même temps, il faut revoir la conception de l'EPR. Il faut revoir la conception. Mais à nouveau, on ne cherche pas des fautes individuelles. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui peut permettre à des ingénieurs chez EDF d'aller expliquer au président directeur général un délai et un coût qui manifestement ne sont même pas envisageables d'un point de vue technique. Ni maîtrisable. J'ai changé les équipes. J'ai pas réussi à changer l'EPR. Bon, mais encore une fois, on a la conjonction de 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est la complexité du design de l'EPR qui est totalement à revoir. Et donc on avait déjà initié un travail en commun avec Areva de l'époque, après le départ de Mme Lauvergeon, pour concevoir un EPR nouveau, on n'appelait pas encore EPR 2, qu'on croyait destiné à la Pologne. Enfin, vous avez vu que la Pologne avait acheté américain, mais enfin bon. De manière à ce qu'on tire les enseignements de toutes les erreurs de départ de l'EPR. La deuxième raison, c'est le fait que la filière nucléaire française n'a plus construit de nouveaux réacteurs depuis 20 ans. Et le savoir-faire en matière de maintenance a été bien maîtrisé, en matière de construction nouvelle. Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai imaginé, c'est l'orientation que j'avais donnée au cours de mon mandat, qu'il fallait repenser l'EPR complètement, refaire un réacteur différent, un nouveau design. Ça allait nous prendre 10 à 12 ans, une mise au point. Et que pendant ce temps-là, on ne pouvait pas laisser la filière nucléaire sans carnet de commande. Le grand carénage, c'est-à-dire en fait les investissements de rénovation du parc existant ne suffisant pas. Et par conséquent, je pensais à une coopération avec les Chinois et les Russes à l'époque, qui étaient ceux qui développaient du nouveau nucléaire. Ils se construisaient 10 réacteurs chaque année en Chine.
Et les Russes ont aujourd'hui à peu près 40 réacteurs en commande dans des greenfield, des nouveaux réacteurs. Et donc je pensais qu'il était bon pour la filière française de ne pas être absent et que par conséquent, en attendant qu'on ait un réacteur français, que nos entreprises puissent travailler sur du nouveau nucléaire. Bon, on en connaît la suite, mais voilà comment j'avais imaginé l'évolution du sujet. D'accord, je comprends qu'il y a quand même une question de compétence quand vous arrivez aux responsabilités à la tête d'EDF, parce que là, finalement, le dernier réacteur a été mis en service au début des années 2000, donc on n'est pas à l'époque, il n'y a pas un si grand déficit de compétences, j'imagine, si on met le dernier réacteur. Il y a un déficit d'expérience des sous-traitants, de construction. D'accord. Parce que l'effet de série qui avait tellement réussi à la France, on a construit jusqu'à 5 réacteurs par an au moment de réalisation du parc, a eu un effet extrêmement positif sur la filière. Le fait de n'en avoir plus construit depuis 15 ans, parce que la mise en service veut dire qu'il était construit, donc a un impact extrêmement négatif sur la même filière. Le BTP, l'industrie lourde, la chaudronnerie, on en voit les conséquences aujourd'hui. La France, à cette époque-là, le parc nucléaire français fournit à peu près 75 à 80% des besoins électriques de la France. L'hydraulique, à peu près 12,5%. Il reste donc un delta qui était réservé soit aux moyennes pointes, donc on avait encore quelques centrales de pointe, une centrale au fioul d'ailleurs qui était dans l'ouest de Paris, et puis quelques centrales au charbon qui ont été ensuite transformées en charbon propre d'ailleurs. Donc on pouvait considérer que le renouvelable avait potentiellement une place à occuper, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de prendre le contrôle d'EDF Énergie Renouvelable, Énergie Nouvelle, qui était la filiale dédiée d'EDF à 50-50 avec son fondateur qui était Paris Moratoglou. Considérant qu'il fallait d'abord montrer qu'on n'était pas totalement absent des énergies nouvelles et qu'on n'était pas nucléariste obstiné, et que d'autre part, ces moyens pouvaient être utilisés éventuellement en complément de la capacité existante. Sans oublier quand même que le renouvelable est évidemment intermittent, que le stockage n'est toujours pas disponible, puisque nos centres de recherche considèrent encore aujourd'hui qu'il faut encore 20 à 25 ans pour que le stockage soit effectivement efficace en termes économiques, et que par conséquent, le renouvelable reste une énergie complexe à gérer, à qui on accorde par principe la priorité d'accès au réseau, mais qui n'intervient que lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du soleil. C'est-à-dire, ni la nuit, évidemment, ni quand il fait très froid, parce qu'en principe, il n'y a pas de vent quand il fait très froid. Donc, le renouvelable n'est pas utile en période de pointe. Ce qui fait que l'injection du renouvelable dans le système impose une flexibilité au nucléaire que le nucléaire n'a pas spontanément et qui nous a coûté de mettre au point de manière à ce que les centrales puissent être un peu plus flexibles, puisqu'elles sont en principe conçues pour des besoins de base. Donc voilà comment j'ai vu la part du renouvelable. La France n'est pas un pays dans lequel le renouvelable a une place considérable à prendre, à mes yeux. Du coup, j'aurais juste deux petites questions et puis ensuite on passe aux membres de la commission. Ces dernières années, c'est entre 12 et 15 gigawatts de capacité de production pilotable qui ont été fermées. Une partie sous votre mandat. Comment ces choix de fermeture de centrales pilotables, charbon, fioul, se fait, s'imagine, se conçoit à l'échelle du système et de la pointe? D'abord, ça se conçoit longtemps à l'avance. Donc, le fioul, on avait décidé d'arrêter parce que c'était l'énergie la moins compétitive et la moins propre, au fond. Et donc, la centrale au fioul était déjà dans les cartons comme devant être fermée lorsque j'ai pris les manettes d'EDF. Le charbon, on savait que le charbon n'avait pas un avenir très brillant, si ce n'est qu'au fond, on avait réussi, nos équipes
ont conçu des centrales à charbon propre, donc Cordemais en particulier, qui répond à toutes les exigences en matière de qualité environnementale et que par conséquent, on pouvait utiliser là, par contre, en pointe ou en appoint. Donc voilà comment les décisions se prennent. Elles se prennent des années à l'avance parce qu'il y a un problème industriel et un problème social à traiter qui ne s'improvisent pas. Ce ne sont pas des décisions qu'on peut gérer la petite semaine. Hein. Il faut une longue, je dirais, un biseau dans le temps assez bien établi. Et au fond, j'ai pris quelques initiatives et j'ai appliqué les initiatives de mes prédécesseurs dans ce domaine-là. Voilà. Pourquoi est-ce que le lobbying allemand est plus puissant que le lobbying français? J'allais dire parce que... Je me souviens d'un dîner avec Angela Merkel en petit comité. On n'avait pas fait l'honneur de me recevoir en tête-à-tête, mais c'était à l'inauguration de la foire de Hanovre. J'étais avec le Premier ministre français, on était 5 de chaque côté, donc on n'était pas nombreux. Et je venais de vendre au NBV, notre filiale de Bade-Wurtemberg aux Allemands, à un prix, encore une fois, inespéré, de 7 milliards d'euros. Elle venait de sortir du nucléaire. C'est juste 3 semaines après la session, arrive Fukushima, elle sort du nucléaire, et donc la société ne vaut plus rien, et moi j'ai ramassé les 7 milliards. Donc j'ai eu un procès avec des Allemands que j'ai gagné, enfin escalité. Et Merkel me dit, Monsieur Proglio, vous avez fait une bonne affaire sur notre dos. Hein. Je dis, mais c'est grâce à vous, Madame la chancelière, elle n'a pas apprécié du tout. Je dis, vous êtes sorti du nucléaire. Donc, bon. Alors ça l'a beaucoup énervé. Elle m'a dit, Monsieur Proglio, je vais être très clair avec vous. Je suis une Allemagne de l'Est, je suis une scientifique d'Allemagne de l'Est. Je crois totalement au nucléaire. Mais elle a été en pleine période, en 2012, d'élections régionales. Elle avait perdu le Land de Bade-Wurtemberg, justement, et le Land de Hesse, etc., avec quelques grands Länder allemands. Et donc, elle était en phase d'élection générale à haut risque. Et il fallait qu'elle bâtisse un accord de coalition. Évidemment, elle était engagée dans une négociation avec le SPD, mais elle voulait avoir une alternative parce que sinon, elle était coincée par le SPD. Elle a donc ouvert une négociation avec les Verts conservateurs allemands. Chez les Allemands, vous avez des Verts conservateurs et des Verts de gauche, ce n'est pas les mêmes. Et pour boucler cette négociation, elle a lâché le nucléaire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, je le fais pour des raisons politiques, pas du tout techniques ni scientifiques. Le mot était lâché. Du coup, Siemens est sorti du nucléaire et toute l'Allemagne est sortie du nucléaire. Avec les conséquences qu'on sait sur la France. Donc, l'Allemagne est consciente de ses responsabilités. L'Allemagne est consciente de ses propres enjeux et de ses propres intérêts. D'ailleurs, personne ne parle en Allemagne du couple franco-allemand. Il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand. Je pense qu'on n'a rien négocié contre le sacrifice d'EDF. En tout cas, je n'ai pas connaissance de contrepartie qu'on ait obtenue. C'est pénible, mais bon. Je ne vois pas pourquoi la France ne prend pas l'initiative, comme l'Espagne et le Portugal, de sortir du marché européen de l'énergie. Bien, les conséquences de la reine sur l'équilibre financier d'EDF, vous savez, on peut se livrer à des calculs. C'est 25% de la capacité nucléaire d'EDF, c'est-à-dire 25% de la production. Alors, si la production est normale, c'est-à-dire 430 TWh, il suffit de prendre le quart de cela, que vous vendez à 42 €, et après, il faut savoir quel est le manque à gagner par rapport au tarif normal. Alors, ça dépend si vous vous référez au tarif régulé, qui était le tarif de l'époque, ou au tarif de marché, avec les vicissitudes d'un marché qui passe de 50 à 1000. Mais en tout état de cause, le chiffre est considérable. C'est sûr. Alors, il est pondéré par le fait qu'à cause de cela, la France, EDF, la France est obligée d'augmenter les tarifs de vente aux Français pour compenser le manque à gagner d'EDF. Parce qu'il y a une annexe à cela. Au fond, rien ne se perd, rien ne se crée. Qu'est-ce qui fait qu'EDF a survécu à cela?
parce qu'on a négocié des augmentations tarifaires pour que l'équilibre économique du groupe soit préservé. Donc vous voyez, c'est plus compliqué à analyser finement que de simplement faire un calcul de multiplication et d'addition. Mais si quelqu'un pouvait faire ce calcul même approximatif et voir quels sont les impacts sur le coût de vente de l'énergie, je pense que c'est un sujet qui mériterait une certaine attention. Le démantèlement d'Alstom, bon, j'ai été spectateur. Enfin, je veux dire, franchement, je corrigerai juste votre propos parce que j'ai assisté à des réunions à cette époque-là. Et M. Montebourg a démissionné à cause de ça. On ne peut pas le rendre complice de cette action. Il était révolté contre la vente d'Alstom aux Américains. Bon, je dis ça parce que j'en ai été le témoin et que je suis obligé d'en porter connaissance. Bon, est-ce que c'est le métier d'EDF ? Non. Non, EDF n'est pas un industriel. C'est un architecte ensemblier, gestionnaire, opérateur, mais qui sous-traite la dimension industrielle de ces éléments constitutifs de son patrimoine industriel à des entreprises spécialisées, qu'il s'agisse de BTP, de chaudronnerie, donc toute la partie industrielle avait vocation à être développée par la filière, pas par EDF. Photowatt, oui, j'ai essayé de sauver Photowatt parce que c'était la dernière entreprise européenne et française qui restait dans le domaine du photovoltaïque et que je considérais qu'il était de mon devoir d'essayer de la sauver. Bon. Je l'ai fait, je le reconnais. Les chiffres en cause étaient ridicules par rapport aux chiffres manipulés par EDF. Et EDF, c'est entre 15 et 17 milliards d'investissements annuels. Donc c'était marginal. Encore fallait-il obtenir, si possible, que Photowatt ait une petite priorité dans l'installation des parcs photovoltaïques, ce qui n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, tout est chinois et on s'en satisfait. Bon. Il n'y a pas eu de stratégie de filière française. Ça n'a pas existé. Ah, Fessenheim. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. En séance ici, dans cette noble maison, j'ai eu l'audace de répondre à la même question à l'époque en disant seul le président d'EDF peut fermer Fessenheim. L'État n'a pas le droit, c'est juridique, de fermer Fessenheim sans l'accord du président d'EDF. C'est un problème juridique. Ça a été d'ailleurs entre-temps traité. Et à ce titre, je demande une compensation. Fessenheim, c'est 400 millions d'EBITDA, je me souviens très précisément des titres. J'ai obtenu 10 ans d'extension de la durée de vie de Fessenheim. Je suis sûr d'avoir les 10 ans suivants. Je demande à l'État 8 milliards de compensation. Puisque j'avoue que c'est passé difficilement. J'ai été très, très lourdement montré du doigt. Certains se sont réjouis dans la salle, hein, je reconnais, mais pas tous. Et donc j'ai demandé 8 milliards. Je suis parti avant que Fessenheim ne ferme. Il me semble avoir lu que EDF a obtenu 400 millions. No comment, je n'étais plus là. Il est hors de question que la France se prive de ses barrages. La France doit dire à l'Europe, niet. Bon. D'où sort cette espèce d'absurdité qui consiste à dire que grâce à notre relief et grâce aux investissements faits par la nation, puisque les barrages appartiennent à la nation française, pas à EDF qui les gère. Pourquoi est-ce qu'on irait donner... ça serait un gâchis épouvantable en termes industriels et économiques, puisqu'encore une fois, il serait acheté pour la valeur de production et pas pour la valeur de stockage, qui est immatérielle, qui a la valeur d'optimisation. Donc il faut simplement dire non. Bon. Quitte à payer des amendes. Les troupes belges vont envahir la France. Non, mais de quoi on parle ? Donc, s'il s'agit de négocier des amendes, on négociera des amendes. Si amende il y a. Mais il appartient à ce pays de faire valoir ses intérêts vitaux. Je ne vois pas pourquoi. C'est ce que j'ai plaidé pendant toute ma période de présence à la tête de cette maison. Quelle est l'absurde, sous quelle raison d'absurde est-ce qu'on accepterait
de faire des appels d'offres de gestion des barrages. Ça n'a pas de sens. Sur les liens maintenus avec Rosatom, vous avez dirigé pendant des années l'entreprise française de production et fourniture d'électricité aujourd'hui. Vous continuez à siéger dans le Conseil consultatif international de Rosatom, qui est le géant nucléaire russe, qui est fondé par Vladimir Poutine. Vous, dans certaines revues de presse, on peut voir que vous êtes également entretenu avec lui. Aujourd'hui, il occupe illégalement la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. Il fait subir des traitements inhumains aux employés ukrainiens. Il m'apparaît donc légitime de vous interroger sur la nature de votre poste au sein de cette firme, en quoi consistent vos activités, quels sont les conseils que vous pouvez apporter à cette firme. Êtes-vous impliqué de près ou de loin dans les accords cadres entre Framatome et Rosatom? Et est-ce que l'occupation de la centrale ukrainienne est évoquée dans ce conseil consultatif? Et une question assez humaine, pourquoi est-ce que vous continuez à maintenir vos liens avec cet acteur russe aujourd'hui? Pourquoi vous ne démissionnez pas? Rosatom. Je ne suis pas au conseil de Rosatom, contrairement à ce que les gens disent. J'ai connu Rosatom du fait de ma position chez EDF, puisque mon interlocuteur naturel, c'était M. Kirienko, président de Rosatom, qui était un interlocuteur courant avec lequel nous avions des relations tout à fait agréables et efficaces. Bon. C'est un des grands acteurs industriels de ce pays, puisque c'est 300 000 collaborateurs, c'est probablement la plus grande industrie aujourd'hui en Russie de haute technologie, qui n'est pas sous sanction. Je le précise. Le nucléaire n'est pas sous sanction. Ils m'ont fait l'honneur, quand j'ai quitté la maison EDF, de me coopter à un conseil consultatif sur le nucléaire civil qui regroupe des autorités de sûreté nucléaire italiennes, espagnoles, japonaises. Il y a un Italien, un Espagnol, un Japonais, un Russe et moi. Voilà. On se réunit une fois de temps en temps pour parler des nouvelles technologies nucléaires, notamment des petits réacteurs. Je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, je ne suis pas rémunéré, si peu que ça ne paye pas les voyages. Donc, oui, ça ne paye pas les voyages. Bon. Donc, je veux bien, et c'est déclaré, donc il n'y a pas de problème. Je paye l'impôt là-dessus aussi. Voilà. Est-ce que j'en suis à 2 000 €? Non. Donc, si vous voulez, je ne fais pas ça par l'appât du gain, je fais ça parce que j'y trouve un intérêt intellectuel d'une part, que je connais ces gens-là depuis toujours et que je ne vois pas pourquoi je leur ferais l'affront de dire je démissionne. Alors que ça fasse plaisir ou pas. Et ça n'est rien d'illégal, puisqu'encore une fois, le nucléaire est à part, il n'est pas compris, et EDF et le nucléaire français continuent à travailler avec le nucléaire russe et devra encore durablement travailler avec le nucléaire russe. Et chinois, ne vous en déplaise.